Chers internautes, chers téléspectateurs de nos différentes chaînes locales de Mbanza-Ngungu, bienvenue à ce numéro de votre magazine Sous les projecteurs qui reçoit aujourd'hui un digne fils de Mbanza-Ngungu, un digne fils de Mbanza-Ngungu qui est parti, qui est revenu, qui part, qui revient pour nous apporter l'expérience qu'il a acquise à l'extérieur du pays. Il se nomme Mazabaï, vous connaissez ce nom puisque ce n'est pas un nom inconnu de Mbanza-Ngungu, mais il va bien se présenter complètement et c'est lui que nous recevons dans ce studio de votre Asbel, maison de communicateurs professionnels. Si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez des questions à poser à Mbouta Mazabaï, vous allez les faire au 089 30 11 770, vous nous envoyez un message et nous le ferons parvenir. Les questionnaires, que ce n'est pas la première fois que nous les recevons, nous continuerons à les recevoir tout au long de son séjour ici à Mbanza-Ngungu. Donc, émission Oyo, Toyambi Papa Mazabaï, Toyambi Yaya Mazabaï Zali, Mwana ya Mbanza-Ngungu, Bana Obasalaka, fierté ya Mbanza-Ngungu. Puta Mazabaï, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez élargir. Donc, en fait, nom de naissance, c'est pour nous Alexandre Mayamona Kita. Mais Mazabaï vient d'où? Mazabaï, c'est la fusion de noms de mon père et de ma mère. Donc, Makola Zamambo, c'est mon père, donc Maza. Et Baï, c'est Bayundu de ma mère. Et ça a donné, ça sonne bien. Exactement, ça sonne un peu Moulouba, ça sonne un peu de l'autre. Donc c'est une précision qu'on devait amener, et puis ces gens peuvent se demander Mazabaï, ça vient d'où? Mais Mbouta, vous êtes maintenant aujourd'hui à Mbanza-Ngungu, après un moment d'absence, mais nous pouvons savoir plus ou moins. Comment vous avez commencé ici? Ça s'est passé comment Mbanza-Ngungu jusqu'à ce que vous puissiez quitter le pays? Bon, je suis né ici, j'ai étudié dans différentes écoles, notamment collège, Sonankulu, j'étais à l'école secondaire à Gombelutete, vous voyez, donc Mbanza-Ngungu Gombelutete. Et sérieux, Mbanza-Ngungu, mona ngundigeni, les vieux zalaga bien? Très joli. Très belle. En tout cas, moi, ma vision d'enfance, c'est une très très belle ville. C'était un centre, d'après ce que je sais, un centre qui était vraiment très bon à vivre. Nous allons revenir, nous allons essayer un peu vous allez nous dresser la différence entre les deux tableaux, l'ancien Mbanza-Ngungu et le nouveau Mbanza-Ngungu, mais nous voulions, Mbouta, parler un peu de votre parcours. Cette émission a aussi un caractère pédagogique. Vous êtes une source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Ils doivent savoir comment vous avez commencé, ça peut être une émulation pour eux. Vous êtes en Mbanza-Ngungu, vous terminez vos études. Après, qu'est-ce que vous avez? Mon histoire est drôle, enfin, un peu drôle et un peu mystique. Je suis né, comment on appelle ça, des machombe. Prématuré. Et puis, j'ai la différence de 13 mois entre moi et mon petit frère Sada. Sada que vous connaissez. Donc, j'étais malade pendant 7 ans. C'est la maladie de rapprochement des gens, des enfants. Quand vous rapprochez un enfant, l'aîné qui tête a des difficultés. Et donc, moi, j'avais des difficultés à... Les enfants qu'on appelle les mbobos, alors. Voilà, bon, il y a un autre terme, je ne sais plus. Bon. Bref, donc, à 7 ans, ma mère avait décidé de m'amener en Kamba. Et je vous résume, à 7 ans, moi, j'ai touché le cercueil de Papa Simon Kimba. On m'avait mis tout seul dans la chambre mortuaire. C'était pourquoi? Pour que la maladie s'arrête. J'avais une diarrhée pendant 7 ans. Pour que la maladie s'arrête. Et les images qui me restent, c'est d'avoir demandé à Papa Simon Kimba pourquoi il dort. Pourquoi il fait semblant de ne pas vivre. J'avais 7 ans. Je lui dis, pourquoi vous faites semblant de dormir?
Ça, c'est vous qui lui disiez ça? Oui, j'avais 7 ans. Pour moi, il dormait, il faisait semblant de... Et il s'est carrément réveillé. Oui. Et il m'a dit de ne rien dire. Là, vous étiez seul avec lui, cercueil, avec son cercueil. Papa qui se réveillait. Je ne sais plus, hein, parce que je ne sais plus entre si c'est Dianguenda ou... J'avais 7 ans. Donc, ça doit être dans les années... Donc, moi, je suis né en 59, donc 7 ans après, c'est 66. Et je lui ai dit, mais réveille-toi, pourquoi tu dors toute la journée? Il me dit, mais tu me vois dormir? Je dis, oui. Pour moi, tu dors. Pendant que tout le monde savait qu'il est déjà décédé. Tout le monde. Parce que moi, j'ai appris après qu'il était décédé il y a longtemps, les dates. En 7 ans, je ne sais pas. Je lui ai dit, pourquoi tu dors? Mais réveille-toi qu'on va jouer. Et il s'est réveillé, on a joué. Oui, on a fait le tour du cercueil. Après, il est revenu, il a dit, ne dis à personne. Jusqu'à ce jour, j'en parle qu'aujourd'hui. Ça, c'est une exclusivité réservée à notre émission sur les projecteurs. Nous vous remercions pour cela, Mbouta Mazaba. Donc, du coup, j'ai toujours créé en moi. Personne d'autre. Tu ne peux pas me dérouter. Dans ma voix, quand je décide, je n'écoute personne. Je peux écouter les conseils, mais c'est mon analyse personnelle. Voilà comment. Donc, à 19 ans, enfin, à 20 ans, en les années 80, donc l'année 80, 11 octobre 1980, j'ai pris l'avion. C'est la date toujours symbolique. C'est la date de la mort de Papa Zayoubi. Zayoubi, le papa de Tonton Boy. Donc, la veille, 2 jours avant, donc c'était jeudi, je pars à Kinshasa, j'avais 20 ans. Enfin, hein, 21 plutôt, parce que c'est en 80. Je prends la voiture de mon grand frère. Parce que moi, je savais déjà conduire à l'âge de 16 ans. Je n'ai jamais appris à conduire. Personne ne m'a appris à conduire. Un enfant mystérieux que vous êtes. Non, pas mystérieux, un enfant normal. Non, puisque votre expérience, c'est atypique. Hein? Ce n'est pas une expérience... Non, il y a beaucoup. Moi, j'ai des témoignages comme le Wabela du Paye, l'inventaire de l'écriture Mandombe. J'étais présent. C'est mon ami. Il voyait des choses. On se disait des choses. On reviendra. On reviendra, mais j'aimerais, avant qu'on avance, qu'on puisse savoir que nos téléspectateurs sachent, maman était kimbanguiste? Non, protestant. Papa, protestant. Mais comment cette mutation-là s'est Je sais pas, j'ai vécu dans la maison de Wabela Diopaye avec sa mère, et c'est sa mère qui s'occupait de moi à Gombelo-Tédé. Et eux, c'est des kimbanguistes. Mais ils avaient quand même un de leurs parents qui était prêtre. Abbé Paul. Hein? Je ne sais pas si... Parce que ce n'est pas de votre âge. Je m'excuse, mais Abbé Paul, et c'est l'oncle de Wabela Diopaye, l'inventeur de l'écriture Mandombe. Mbouta, vous partez, vous prenez votre avion pour quitter le pays à l'âge de 21 ans, mais dès votre maladie jusqu'à cet âge, qu'est-ce que vous faisiez? Ma maladie... La guérison, si je peux dire. Oui, j'étais guéri, donc j'ai joué au foot, j'ai fait des foot ici, à quoi, tout ça. Collège et tout. En 5e, en fait, j'étais viré de l'école. 5e d'humanité. Parce qu'un professeur avait déchiré ma feuille d'examen. Et vous avez mal réagi? Non, je l'ai frappé. Dans la salle d'examen. Je l'ai frappé. Et le préfet m'a convoqué. Je me suis expliqué. Là, En Sonancourt. Et entre-temps, j'étais le meilleur défenseur du collège et l'un des jeunes espérants de Guagon. Donc, du coup, le collège n'a jamais été bâti dans un tournoi scolaire pendant ma période. En 3e, j'étais déjà dans l'équipe de 6e.
du 3e jusqu'au 5e. Donc du coup, on m'a viré de l'école de collège. Et je suis parti à... En fait, le préfet de l'Athénée l'a appris que le meilleur défenseur du collège a été viré au collège. Il est venu voir mon grand frère qui s'appelait Edigo, l'un des amis de... Enfin, l'un des petits du général Sonon. Alors le gars, il est venu, il a dit, mais tu as bien fait. Viens finir ton examen d'État, enfin l'année dernière, la dernière année, à l'Athénée. Là, vous faisiez l'option littéraire. Littéraire. Hein? Latin philo. J'avais un professeur comme M. Epp. Epp, très connu en Banzan, dans les souvenirs restent, oui. C'est mon professeur de latin. Vous imaginez. Donc vous avez été enseigné par les Haïtiens là qui ont débarqué. Moi, j'ai eu des professeurs haïtiens, j'ai eu des professeurs belges. Et les préfets étaient encore les pères Taroué? Non, les préfets, c'était à l'époque Mavouangi. Un Congolais, non? Oui, un Congolais très connu. J'ai commencé avec M. Basile, le directeur de la banque. Et après, M. Mavouangi, et puis voilà. Donc, du coup, j'ai fini. Ouais. J'ai fait mon examen d'État à l'Athénée, en 6e année. Et c'est la première fois en football que l'Athénée a bâti le collège. Grâce à votre présence. Exactement. J'étais le capitaine et j'ai formé mon équipe. Et vous jouez contre vos anciens condisciples? Mes collègues, en fait. Voilà. Et j'ai gagné. Pendant plus de 10 ans, l'Athénée n'a jamais bâti le collège. Et moi, j'ai bâti le collège. Et je suis parti. Vous aviez des moyens déjà à cette époque-là pour aller en Europe ou c'était différent comme... Non, c'est un peu bizarre. Des moyens. Oui, c'est mon grand frère. Il avait 3 ans de plus que moi. Mais à l'époque, il avait déjà... Je ne parle pas de mon père qui était déjà commerçant, qui avait des véhicules et tout. Moi, je vous parle de mon grand frère, celui que j'ai suivi, Edigo. Edigo était l'ami de Jojo Mandiki. Jojo Mandiki. Moi, à cette époque-là. Jojo Mandiki revenait de... Parce qu'ils étaient déjà partis dans les années 76, 77, 78. Les Bolis, tout le monde, ils étaient déjà là-bas. Les vieux GLM. Et je vois Jojo Mandiki sur les... C'est à l'époque qu'on achetait les habits chez les maquinistes. Hein, à l'époque, on les appelait les Belgicains. Donc, il était bandamment calipane. Voilà, voilà. Non, pas vraiment moi, mais j'essaie de me mettre à la page. Oui. Donc, du coup, j'ai dit à Jojo, tu peux pas me vendre ton taquet. Il avait mis un taquet au kikuchi rouge. Il était habillé du rouge de la tête aux pieds. Moi, je lui ai dit, mais je voudrais acheter cette tenue. Il m'a dit, mais attendez, pourquoi vous voulez acheter? Le grand frère, les vestimentaires, c'est depuis longtemps que les Japonais sont... Les taquets kikuchi, c'est avant même les années 80. C'est depuis très longtemps qu'ils sont là. Donc, quand Jojo m'a dit qu'il descendait, quand Hakim descendait, Hakim, les frères de Jojo, tout ça, c'était moi, mes idoles. Enfin, on regardait comment il s'habillait. Donc, je lui ai demandé d'acheter sa tenue. Il m'a dit, mais non, votre famille, vous avez assez d'argent pour que tu puisses aller en Europe, acheter tes habits et revenir. Parce qu'il connaissait déjà la famille. Oui, il est né en Banza, il a grandi avec mon grand frère Edigo. À l'époque, mon grand frère, il était taximan et tout. Donc, j'ai demandé, je suis rentré dans Banza, donc j'ai demandé à mon frère. Parce que moi, j'étais son gérant. En fait, c'est moi qui faisais les comptes. Il ramenait l'argent. Et comme il n'avait pas l'habitude de compter l'argent, il venait, il sortait tout l'argent qu'il avait dans la poche. Et moi, j'arrangeais par billet, par 25, et je notais dans un cahier. Parce que tout ça, c'est une histoire un peu bizarre. Mon frère, il avait déjà l'argent, mais il n'avait que 20 ans. Par rapport à mon père qui lui avait donné un véhicule, tout neuf, Peugeot 404. À cette époque-là. Et l'ami de Tata, Simon Kimbango, celui qui est là, le nouveau. Ils étaient dans la même classe. Vous voyez que le Kimbango revient toujours. Et je lui ai dit, avant de venir, j'ai demandé à Jojo Mandiki, mais pour aller en Europe, c'est combien? Il m'a dit 1500 aïe.
Moi, je dis, mais mon frère, il a 6 000 zahir à la maison. Il me dit, mais 6 000 zahir à l'époque, c'est 1 000 zahir, c'est 1 000 $. Une voiture Peugeot, ça coûtait 3 000 $. Toute neuve. Hein. On allait à Frima, tout ça. On achetait la voiture. Et lui, il avait une économie de 6 000 zahir. Je suis revenu le vendredi. Je lui ai dit à Edigo, mais il y a ton ami Paul, qui s'appelait, hein, Paul, Jojo m'a dit que c'est Paul. Et il m'a dit, je pouvais partir en Europe, acheter mes habits et revenir. Mais avec les 6 000, au lieu d'acheter les voitures ici, moi je vais acheter les voitures là-bas. Il m'a dit, mais attends, tu vas aller en Europe, il y a qui là-bas? Tu vas vivre comment? En fait, tu vois le genre de questions. Donc du coup, mon grand frère, il m'a écouté. On est parti sans nous avertir. Papa, on est parti que tous les deux. Papa ne savait pas votre non. aventure. On arrive à Kinshasa, c'est confirmé. Non, d'abord à Kisantu. À Kisantu, il y a Vegas. Vous connaissez Vegas? Il sortait de Kisantu. Il voit Edigo, il dit, Edigo, Papa Zayobi est décédé. On dit, oh, ok. On part à Kin. On dit à Jojo Mandiki, Papa Zayobi est décédé. En démarchant, il a essayé de joindre au téléphone Boli, le vieux Boli, mais il n'a pas pu. Donc du coup, il a décidé que je prenais l'avion le dimanche. Donc, 2 jours après, j'ai pris l'avion. À l'âge de 20 ans, les 20, grands frères aussi n'étaient pas trop assez âgés. Non. Lui, c'est... Dès qu'il est sorti... parce que c'était l'école technique, c'était 4 ans. Donc il avait fini ses études mécaniques à genre 18 ans, 19 ans. Non, 18 ans, je crois. Et mon père lui a donné un véhicule pour travailler. Et c'était l'ami du général Somao. Donc vous voyez l'influence. C'est une grande influence. Voilà. Et vous arrivez en Europe, Mbouta, c'était dans quel pays? C'était à Paris, en France. En France. Dans Paris même. Dans Paris. Dans le 16e. Dans la capitale. Dans le 16e, là où vivent les tops des tops. Vous arrivez là-bas, vous achetez vos habits, vous êtes rentré ou vous êtes resté? Non. Moi, j'étais comme un envoyé pour aller dire à Boli, tonton Boli, que son père est décédé. Parce qu'on n'arrivait pas à les joindre. On n'arrive pas à les joindre. Et j'arrive là-bas, je sonne. Donc, je vous laisse passer les détails. Parce qu'il m'avait donné tous les coordonnées, les taxis et tout. Non complexé, non intimidé, comme vous êtes. Attends, j'ai 20 ans, j'ai peur de personne. Oui. Je vous ai déjà dit, je suis quelqu'un qui n'a ni peur ni du noir, ni de quoi que ce soit. Donc j'arrive là-bas, je sonne. Après plusieurs minutes de pleurs, j'arrivais pas à dire à tonton Boli que son père est décédé. Et moi, j'étais en train de pleurer. Il me dit, mais attends, petit frère, t'es là, au lieu d'être content, toi tu pleures. Moi, je dis non, parce que papa est décédé. Il me dit, ah, ton père est décédé, c'est pour ça que tu es venu en Europe. Je dis non. Ton père à toi. Donc voilà, j'aime bien raconter ça. C'est instructif, hein. C'est vraiment instructif. Mbouta, vous arrivez en Europe, vous faites la commission et puis... Et après, je suis resté. Vous êtes plus rentré. Non, mais moi, j'étais parti pour partir en Europe. Parce que j'étais coaché par Mbouta Jojo. Mbouta Mandi qui m'a coaché, il m'a dit, va là-bas, tu fais tes études, tu fais ceci, tu fais cela, reste pas ici. Donc du coup, de là-bas, j'ai trouvé des genre Edo Diamouini, le petit frère de Jelem, tu vois, vers les parquets. Oui. Elisa Obi et tant d'autres. Donc du coup, ils m'ont mis là-bas, ils m'ont dit, les écoles, c'est là. Si tu veux travailler, c'est là. Et vous avez choisi quoi? Les travail ou l'école? Les deux. Vous avez choisi les deux? Moi, parce que j'aime conduire. J'aime conduire, donc j'ai eu du boulot dans les 3 mois qui ont suivi. Chauffeur poids lourd. Oh! Donc vous étiez chauffeur poids lourd chez les Blancs? Non, ici déjà j'étais chauffeur poids lourd. À cet âge-là? À 16 ans, je savais conduire un camion.
à 19 ans, je suis allé avec ceux qui connaissent. Tu vois, Kiako. Mais avant Kiako, tu sais, quand tu viens du Macadam, il y avait les vieux bonbons. Dans les années 78-79, quand les Angolais sont rentrés, c'est moi qui les ai accompagnés en tant que chauffeur au volant du camion de mon père. Avec votre petit âge là. Mais non, moi j'ai toujours conduit depuis l'âge de 16 ans. Donc, je l'ai ramené la famille Bonbonne, hein, l'oncle de Ndombele qui est à Paris. Je l'ai ramené jusqu'à Carmon. Donc après Mbatsa Congo, un peu plus loin. Et c'est moi qui ai conduit. À la frontière, la police des douanes n'en croyait pas ses yeux. Et c'est là où on m'a appelé Mazaka Lendele. Et le douanier m'a dit, mais t'as quel âge? Comment t'as fait pour traverser Mbanzango, Kouilungo, tout, jusqu'à... Entrer dans leur territoire. Et à la frontière, le gars, il m'a fait un cadeau de retour. Parce qu'au retour, j'étais vite. Il m'a donné la marchandise. Vous savez, à l'époque, c'était des zombies. Asepso, tout ça. Il m'a rempli le camion. Il m'a dit, ça, c'est à toi. Bouta, votre histoire mérite des épisodes, c'est plusieurs volumes de livres. Nous allons avancer. Nous savons, nous espérons que nous vous aurons toujours dans d'autres numéros de cette émission. Vous êtes en Europe, mais la pensée était toujours dans toujours votre ici. Dans votre Mbanza. Oui, parce qu'en 80, donc je suis arrivé le 11 octobre 1980, après la mort de Papa Zahabi. En 81, j'ai fait venir mon petit frère, Sabin. Une année après. Oui. Et en 82, j'ai fait venir ma femme. Parce que j'avais laissé une fille enceinte chez moi, pendant que j'étais en 5e humanité. Et j'ai ramené la fille, enfin à l'époque, ma femme, enfin, la mère de mes enfants, et son fils, en 82. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours... Elle est là-bas. Bon, on n'est plus ensemble, mais elle est là-bas avec les enfants. Avec les enfants, qui sont toujours avec leur père. Bouta, vous avez travaillé en Europe, vous travaillez en Europe, mais la pensée, c'est toujours... Toujours, parce que en 85, mon grand frère qui m'a envoyé en Europe est décédé. Moi, je suis 7e de la famille. Donc 7e, et lui 6e. Donc... 5 ans après que je suis en Europe, il est décédé. Ici? Ici. Et c'était lui le pilier de la famille. C'est lui qui faisait tout. Mon père, il était là, mais c'est lui qui décidait de tout. Donc, comme j'avais Sabin avec moi en 82, j'ai décidé en 86 que Sabin rentre. Ah, pour voir la famille. Pour remplacer Edigo, parce que lui, il était étudiant. Et c'est moi qui supportais ses études en Europe, s'il vous plaît. Et lui, il étudiait en Suisse. Parce que je n'ai pas voulu le garder à côté de moi. Moi, à cette époque-là, j'étais trop chaud. Mais en travaillant. J'étais trop chaud en travaillant. Je travaillais. C'était conseil aussi aux jeunes, on peut Donc, être trop chaud oui, au travail. mais je travaillais. Comme je dis, j'ai travaillé, je faisais du business. Vous étudiez en même temps? J'étudiais en même temps. Oui. Et je travaillais en même temps. Et Sabin est revenu? Sabin est revenu. Et en 86 même, j'ai acheté mon premier appartement à 26 ans. Donc 27 ans. En France. Plus que Non, j'avais déjà les papiers, parce qu'à l'époque, les papiers, c'était 2 mois, 3 mois. Les documents, c'était pas si difficile. J'avais un grand maître, Jojo Mandiki. Qui savait tout. Un grand maître, comme on ça. disait Luambo Makiade et tout, un grand maître. Jojo Mandiki. Jusqu'aujourd'hui, il garde cette notoriété. Mais c'est ce que je dis. J'avais un mentor. Mais il tenait toujours à ce que j'aille à l'école. Quand il sortait le soir, il me disait, petit, la photo que Kunanzo. Ah, c'est bien là, vous parlez aussi Kikongo. Si.
Et j'allais dormir. Donc, parce que j'avais le respect envers les aînés. C'est l'une de mes quoi, on peut le prendre pour des qualités. Qualité, des valeurs. Je respecte les gens. Même un petit gosse, je le respecte. Moi, des fois, les gens qui me voient jouer avec des kizengi au parking, je suis comme ça. Bouta, vous êtes en Europe, vous revenez, je ne sais pas après combien d'années, vous revenez en Mbanza-Ngungu. Non, j'ai fait plusieurs voyages. Hein. En 86, vous êtes revenu. 90 et quelques. Et, puis, donc, il y avait... Et dans ces plusieurs voyages que vous faites dans votre terre natale, vous avez constaté qu'il y a un changement. Est-ce que c'est un changement négatif ou positif par rapport à ce que vous avez connu dans les temps quand vous étiez en Mbanza-Ngungu? Quand je suis parti en 80 et en revenant, bon, 86 c'est pas trop, mais en 90, il y avait déjà des changements. Mais positif. Positif. Parce que c'est l'époque de nous. Et c'est là que j'avais vu que les véhicules que moi j'ai conduits en Europe étaient plus rentables au Congo qu'en Europe. Je parle bien de l'époque de Mobutu. Rapidement, vous avez fait cette analyse et tombé sur... Ah oui, parce qu'ici, il n'y avait pas de semi-remorque. Il n'y avait pas de semi-remorque. Il n'y avait que des camions, 7 tonnes. Il n'y avait pas de 20 tonnes. Je peux te dire, tu peux vérifier. Je suis parmi les premiers. Non, j'ai dit parmi, c'est mieux. Mais je suis la première personne qui a envoyé une remorque. Ici, venant de l'Europe jusqu'à ici. Par les conseils de papa Bies. Il m'a dit, mais attendez, ton frère, il travaille chez Patron Kia, là. Et comment, toi, tu as des Volvo en Europe? Parce que j'avais déjà mes camions, en Normandie, oui. Et ton frère, il doit être chauffeur chez quelqu'un. Mais j'ai dit, comment ça? Mon père, il a des véhicules, moi, je m'en fous. Moi, je fais ma vie, et je continue. Ah non, 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 voilà ce qu'elle apporte, un semi-remorque. C'est-à-dire un 40 tonnes avec l'impiodi. Ici, c'était $3500 la course de 350 km. Vous voyez? $3500 la course de 350 km. Matadi Kinshasa. Et moi, là-bas, je dois faire 3000 km pour avoir $3000. Donc presque... Et les 3000 km, je les fais en 5 jours. Mbouta, vous êtes en Europe, vous avez toujours une pensée pour votre Congo, votre Mbanza-Ngungu natal. Qu'est-ce qui a matérialisé cela, qui a concrétisé ces soucis-là de votre terre natale? Puisque vous étiez déjà un homme d'affaires là-bas. Non, mais l'amour de ma famille. À un certain moment, en priorité, l'amour de ma famille. Vous envoyez... Donc j'envoyais les premiers Volvo, les premières remorques à mon petit frère Dié. Donc, pour qu'il ne puisse pas être travailleur. De quelqu'un pendant que c'est son grand frère... Il a des remorques là-bas. Et le BSC m'a conseillé d'investir aussi au Congo. Et j'ai investi. Et lui, il est devenu Dié Mambouena Nokomoto. Il est devenu gérant de ma propre société. Parce que je ne voulais pas associer ma société et la société de mon père. Parce que mon père avait déjà des véhicules et tout et tout. Et que Sabin aussi a créé son propre entreprise. Agro Sabin. Lui aussi, il a acheté des camions. Donc, ainsi de suite. Et la société, comment elle a marché? Très bien. La première de 90 à 99, 90, donc 2000. Ça va. Je faisais plus de bénéfices ici que là-bas. Donc du coup, chaque année, j'achetais un camion. Oh, oui, chaque année, j'envoyais un camion ici. Et 6 voitures, 4 voitures, 5 voitures.
ainsi de suite. Et l'entreprise était basée dans quel domaine? Toujours en Banzangou. Les transports. Votre domaine d'intervention était toujours les transports? Oui, le transport alimentaire, frigorifique, les chambres froides et tout et tout. J'ai travaillé avec les Dokoro. Donc on peut dire en quelque sorte que vous avez aussi aidé les Ngungwa à avoir j'ai toujours aidé Banzangou. Même mes enfants me demandaient par exemple. Ils me disaient, mais papa, tu envoies plus d'argent au Congo qu'ici. Bon, l'exemple que je peux vous dire, j'avais entrepris de faire ma chambre froide, des trucs comme ça. Mon garage, il y avait 7 véhicules, 7 camions. Donc ça veut dire qu'il y a 7 chauffeurs. Et dans les 7 chauffeurs, il y a x2, 14 convoyeurs. Et dans les 14 convoyeurs, il y avait 3, 4, 5 mécaniciens. Ils sont tous, voilà, les mécaniciens. Vous connaissez Franck, Maître Franck. Hein, c'est mon neveu. Enfin, c'est mon fils, disons. Parce que lui, il est l'enfant de mon grand frère John. J'ai les maîtres Léon. Ceux qui connaissent la mécanique, ils savent de quoi je parle. C'est vrai que les gens ne me connaissent pas trop cette fois-ci parce que ça fait quand même 43 ans. On doit vous connaître quand vous... Non, ceux qui me connaissent, c'est les Congolais qui sont à l'étranger, vous ne voulez pas qu'on vous connaisse. Vous nous prenez pour des gens de Matolo. Non, surtout pas les Matolo. J'aime pas la publicité. Ah, vous avez de la chance parce que vous m'avez convaincu. Votre collègue m'avait convaincu. Mais normalement, je ne parle pas de moi. Mais Mbouta, quand même, on doit connaître ce que vous faites pour que les jeunes aussi qui viennent, cette émulation. Parce que vous savez, ici, nous croyons que c'est impossible. Non. Donc c'est ce que nous croyons. Nous nous disons, bon, c'est la fête, que Ngana Robonga Lisusu. Mais avec votre exemple, les gens peuvent se dire qu'il y a encore de l'espoir. Oui. Et vous pouvez nous conseiller aussi d'aller de l'avant. C'est comme je vous ai dit au départ. Moi, j'ai la foi. Et j'ai la détermination en moi. Je ne perds de rien et de personne. J'ai toujours eu mes idées à concrétiser. Et j'ai vu de grands hommes d'affaires en Europe. Quand ils font des affaires, ils sont déterminés. Sinon, on n'aurait pas de création. Pour créer soit les micros, soit les téléphones, il faut avoir la foi. Ces gens-là, les Européens, ils ont la foi. Mais nous, on fait semblant d'avoir la foi. On fait semblant comment? Mais on sait pas, on va à l'église en disant, oui, moi j'ai pris. On met les ténions. Mais tu n'as pas la foi. Si tu lui dis qu'on traverse les cimetières la nuit, c'est le premier qui va dire, ils en a quitté. Mais moi, je travaille sur une cimetière. Pour moi, ils sont morts, c'est fini. Donc en fait, je n'ai pas peur. Et puis, je sais ce que je veux. Malgré que les gens viennent me mettre les bateaux dans les roues. Mais ça, c'est... Moi, ça me dépassera. Bouta, vous êtes ici, vous êtes venu, ça fait combien de temps depuis que vous êtes là? Depuis que je suis rentré, donc j'ai fait 8 mois et après je suis reparti, je suis revenu 3 mois après encore. Donc là, je suis retraité. Vous êtes retraité, donc l'Europe, vous n'y travaillez plus? Je ne suis pas obligé de travailler. Je peux continuer à travailler jusqu'à 67 ans, je crois. Mais moi, je n'ai plus... Je vais... Est-ce qu'on peut espérer que vous allez vous consacrer totalement à Banzangungu? Qu'est-ce que vous nous avez J'ai toujours été consacré totalement à Banzangungu. Maintenant, présentement, qu'est-ce que vous nous amenez comme projet, comme initiative, comme... Qu'est-ce que nous pouvons espérer de vous? Non, des concrets. Je veux que les jeunes sachent qu'on peut réussir n'importe où au monde, même ici. Je vais faire une école de formation. Ça, c'est mon projet personnel. Je vais former des jeunes dans la mécanique, dans l'électricité, parce que c'est l'avenir, c'est l'électricité. Vous voyez, moi, j'étais dans une société staff transport. Le meilleur, le numéro 1 du transport alimentaire frigorifique de la ville de Paris.
Moi, j'ai mes portraits dans les camions. Pendant que je vous parle, il y a des jeunes qui sont à Paris, qui peuvent vous témoigner. Il y a des véhicules qui circulent où il y a ma photo. Ma photo. Comme modèle. Oui. Et dans cette société-là, j'étais sorti 9 fois consécutifs, meilleur chauffeur de la région parisienne. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Chez les Blancs, où vous sortez... Je suis je suis toujours formateur, recruteur. Tu ne peux pas rentrer dans cette société pendant que moi j'y étais sans passer par moi. Dans la formation. Et donc vous voulez nous faire profiter en Banzangou de cette expérience. La même chose. Et comme vous aimez les concrets, il y aura une école de formation. Exactement. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent et aux internautes que vous suivez, nous avons reçu pour vous Mbouta Mazabaye. Vous savez que c'est comme, on peut dire que c'est un sigle, il a expliqué ces noms-là. Et c'est avec lui que nous parlons de son parcours, un parcours qui va donner de l'inspiration aux autres jeunes, apprendre aux jeunes qu'il ne faut pas se décourager. L'exemple de Mbouta Mazabaye est un exemple que nous pouvons suivre pour atteindre les succès que nous recherchons. Mbouta Mazabaye, nous avons été très heureux de vous recevoir, malgré votre temps trop chargé, puisque nous savons qu'il y a un rendez-vous qui vous attend tout à l'heure là. Si aujourd'hui on vous demandait de conseiller à tous ces jeunes gens, aux gens de votre génération, par rapport à la vie, à cette vie que nous menons en Banzangou, par rapport au développement de notre vie de Banzangou, qu'est-ce que vous leur direz en les regardant à travers la caméra? Moi, pour les jeunes, je leur dirais, il faut croire en soi. Parce que Dieu nous parle de plusieurs façons. Mais il nous parle des fois directement ou indirectement. Il faut savoir ce que vous... En fait, arrivé à un certain âge de connaissances, il faudra décider. À un moment, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'en sais rien. Peut-être à 30, même jusqu'à 30 ans. Tu peux encore décider que je vais réussir, mais dans tel domaine. Et comme tout à l'heure, j'ai parlé au... Parce que moi, je l'appelle le cinéaste. Il faut aimer ce que vous faites. Même vous vendez juste... les maniocs, mais il faut les aimer. Si tu n'aimes pas ton champ de manioc, il ne va pas progresser. Donc il faut aimer. Ayez le courage, l'envie de travailler. Et essayez de concrétiser vos rêves. Je pense que... Et surtout la foi. Et surtout la foi. Merci beaucoup Mbouta Mazabaye pour ces conseils qui s'adressent à nous tous. Nous avons été très heureux de vous recevoir, vous fidèles téléspectateurs et internautes de la MC Pro TV. Cette émission, vous allez la retrouver à la Ratelki Télévision et à la RTSMB, surtout sur Internet. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous tapez sur Google MC Pro TV, vous allez suivre l'intégralité de cette émission. Mais nous vous disons que ce n'est pas la dernière émission. Nous allons recevoir Mbouta Mazabaye pour parler avec lui du projet qu'il va lancer d'ici là, le projet d'une école de formation des jeunes. Nous vous disons merci et à la prochaine.